Avant de parler de l'étude, peut-être qu'on va faire un petit retour sur le contexte économique. Parce qu'on a toujours un contexte économique qui est compliqué, hein, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien. Tout ça n'était pas bon pour le business. Il faut regarder ce qui se passe en termes de croissance. Donc, si on regarde la croissance sur le dernier trimestre, le dernier semestre, pardon, 2023, on était en stagnation. Là, on voit au premier trimestre qu'on progresse de 0,3 et on voit qu'au deuxième trimestre, c'est sorti ce matin, on progresse de 0,4. Par ailleurs, l'inflation a tendance à baisser puisque on est en dessous de 2%. Il y a les JO d'un côté, il y a l'euro, donc on peut se dire que tout ça était plutôt une bonne nouvelle pour les recettes publicitaires. Et donc on va regarder ce matin ce qui se passe sur le marché du programmatique avec la septième édition de notre étude. Alors pourquoi cette étude? Pour donner plus de granularité dans l'analyse aux agences médias, aux annonceurs, aux régies. C'est un élément très, très important d'étude, c'est de rentrer dans le détail et de pouvoir donner les CPM, les structures d'achat, etc. Alors, le périmètre, si on peut revenir sur le périmètre de l'étude, donc on travaille avec la société Atomic qui collecte les données de plusieurs éditeurs sur près de 19 SSP. Donc on ne va pas tous les citer, mais c'est vraiment là, c'est la base de la donnée pour l'étude. Alors, ce qui est important de préciser, c'est le périmètre. Donc, sont exclus de l'étude Taboola, tout ce qui est Walled Garden, donc YouTube, Google, Amazon, les chaînes TV. Alors, le périmètre, il a un petit peu changé par rapport à l'an dernier, puisque l'an dernier, on était à 40 régies, on était à près de 1500 sites. Donc, on voit qu'on a progressé, mais ces 40 régies et ces 1500 sites représentaient 98% du business. Donc là, c'est plus pour des raisons mécaniques, en fait, de collecte de la donnée qu'on est sur un périmètre plus important. Et on peut se dire il y a des régies qui ont un petit apport, notamment des régies, enfin des groupes belges qui peuvent avoir de l'inventaire français. Alors, le plan, non, le plan et comment la structure de l'analyse. Donc, on va distinguer quatre groupes. Tout ce qui est display avec bannière et habillage, vidéo, donc vidéo in-stream, pré-roll, mid-roll, post-roll, vidéo outstream avec l'in-feed et l'in-article. Et puis, en audio, vous avez tout ce qui est in-stream web radio, streaming musical et podcast. Pour la native, c'est tout ce qui est format texte plus photo. Donc, on a un plan qui est assez classique, hein. Donc, une analyse partie d'inventaire par secteur, par annonceur, par DSP, par format, avec une analyse des CPM qui reste en fait, qui est un petit peu différente dans ce qu'on vous a présenté et la version membre, parce qu'il y a une version membre. Dans la version membre, vous avez les CPM en valeur absolue, alors que là, on va raisonner en termes d'indices. Désolé, mais pour avoir les vrais prix, il faut adhérer à l'Alliance digitale. Donc, on aura l'analyse par type de deal, l'analyse par chemin d'accès, et puis on a une petite nouveauté qui concerne les Big Six, puisqu'on aura une analyse sur la structure des dépenses des Big Six et sur la manière dont ils achètent en deal ou en open. Et ça, on verra ça un peu plus tard. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Jeff. Merci Philippe et bonjour à tous. Et on va démarrer, comme Philippe l'a indiqué, par la synthèse sur le S1 2024 et les évolutions S1 2023 vers 2024 pour nos quatre leviers. Je commence par le display. Vous voyez en légère baisse à moins 1%, quasi à l'équilibre. Si je vous avais montré les chiffres en avril, je vous aurais montré du vert, du positif. On a eu un mois de mai et un mois de juin un petit peu faible qui nous emmène en territoire négatif. Il y a quand même une belle progression sur les impressions sur le display. En bas, je passe par la vidéo. Vous voyez, à l'inverse du display, une croissance très forte sur la vidéo, à plus 19%, tiré autant par l'instream que par l'outstream. Les deux formats qui progressent très fort. Vous voyez aussi une baisse des CPM. Alors là, pour le coup, il faut faire vraiment la différence entre l'instream et l'outstream. On est à l'équilibre sur l'instream et c'est l'outstream dont les CPM baissent qui tire la moyenne vers le bas. On passera sur les CPM un petit peu plus tard dans l'étude. L'audio qui reste ce marché en formation avec une croissance relativement explosive, plus 33%. On est toujours sur ce phénomène, si vous nous suivez sur les derniers baromètres, d'augmentation des volumes avec un maintien des prix. Donc belle performance de l'audio.
Et vous l'avez vu sur la slide, le point rouge, c'est la baisse du native. On est à moins 22% sur le native. On est à plus 18% sur le dernier baromètre récent 2023. Donc, on efface les gains de l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe sur le native? On va beaucoup en reparler dans l'étude. Le principal acteur en France programmatique sur le native, c'est Google Ads. Et on a une baisse importante des investissements de Google Ads en native. On est à moins 38% sur Google Ads. On va y revenir, on va essayer de décrypter ça ensemble quand on parlera des leaders. Aussi à noter sur le native que quelques régies ont mis un petit coup de frein sur le native qui contribue à la baisse. Mais il faut surtout retenir que c'est Google Ads quand même le marché à la baisse. Alors, j'ai une première question à ce stade. C'est quoi l'évolution globale au regard du périmètre? Ouais, l'évolution globale, il faut toujours se méfier hein, parce qu'on est, comme l'a dit Philippe, sur notre cohorte de 80 régies qui exclut les chaînes TV, YouTube, Amazon. C'est quand même intéressant en effet à regarder. On est, Philippe, à plus 2% au global entre les deux semestres. Merci la vidéo. Donc, une croissance. Croissance, ouais. Baisse des CPM, comme on peut le deviner. On est à moins 3% sur les CPM. On est à plus 5% sur les volumes. Et on n'en parlera pas dans l'étude. J'attire juste votre attention sur le fait que le desktop est passé sous les 35% et qu'on est évidemment sur un marché qui est très majoritairement mobile, mobile web et mobile apps. Je vous ai parlé sur le display de la faiblesse du mois de mai et juin. Donc, on voulait illustrer ça avec cette slide, hein. Vous voyez en pointillé sur le fond, en base 100 à partir de janvier 2023, l'évolution des investissements de display qu'on capte donc sur l'année 2023. Et on met en regard l'évolution sur 2024. Donc, vous voyez en effet que jusqu'en avril, on faisait mieux que l'année dernière et on a vraiment ce moment de faiblesse en mai-juin quand même le display en négatif. Ça va forcément être intéressant de voir comment les choses vont évoluer par la suite. On sait qu'on a des événements forts qui arrivent cet été notamment. Fini par avoir quelques baromètres derrière nous. Donc on s'est dit qu'on allait faire une petite synthèse dans le temps et on a récupéré les chiffres depuis le baromètre de 2022 jusqu'à ce dernier baromètre. C'est intéressant parce qu'on voit quand même des petites tendances qui se dégagent. Typiquement sur la vidéo, on sent cette croissance positive. Je vous apprends rien, c'est quelque chose qu'on lit en permanence. Oui, il y a eu un moment de faiblesse sur le S1 2023 dans un contexte qui était difficile, mais on est quand même sur une progression tendancielle. Le display, vous le voyez, qui est souvent tout le temps négatif, mais qui semble atterrir un tout petit peu. L'audio qui reste donc ce marché en forte croissance, pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Et le natif, très, très chaotique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait un premier semestre 2023 qui était marqué par un contexte compliqué. Le natif en avait bénéficié, cette valeur refuge à la performance. Et puis cette baisse 2024, encore une fois, attention, on va en reparler, beaucoup de Google Ads derrière. Petite photo de notre cohorte pour vous rappeler qu'elle est un petit peu différente du marché, encore une fois, parce que l'absence des walled gardens, l'absence des chaînes TV nous conduit sans doute à voir moins de vidéos que ce qui existe programmatiquement sur le marché. Voilà, ce qu'on voit typiquement, c'est que si vous avez vu le baromètre annuel de l'année dernière, on est en général en dessous de 50% sur le display. Là, on est un petit peu au-dessus. La vidéo est plus forte en S2, ceci explique cela. On voit la diminution du native et la belle progression de l'audio dont on a déjà parlé. On va passer à l'analyse par secteur et on va retrouver donc à gauche hein, les parts de voix avec les investissements sur le S1 2023. À droite, on est sur le S1 2024. Et on va retrouver le même trio de tête que l'année dernière, à savoir la distribution, numéro un, la distribution qui avait beaucoup progressé en S1 2023 et qui se maintient très bien cette année. Ce qu'on va voir, c'est que le mix annonceur à l'intérieur de la verticale évolue quand même. Donc, a priori, rien à dire, mais vous verrez qu'il y a des surprises à l'intérieur. Petite baisse de l'automobile qui reste quand même deuxième, avec des baisses en particulier des investissements de Renault et de Stellantis. Petite baisse aussi du voyage. Mais honnêtement, si on compare de gauche à droite les deux graphiques, vous verrez que c'est très très stable et qu'il y a très peu de différence.
On voit que le CPG, l'habillement et le divertissement progressent fortement. Tu as des éléments d'explication par rapport à ça? Ouais, ouais, il y a quand même quelques différences, Philippe, des différences légères, donc tu les as mentionnées. L'habillement, typiquement, qui est intéressant, puisque on est sur une année sportive et on voit les marques de sport qui communiquent plus, typiquement Nike, Adidas, New Balance. Sur le CPG, on a des marques comme Ferrero et Mars qui ont beaucoup plus investi sur ce dessin que l'année dernière. Et sur le divertissement, sans trop de surprise aussi, on voit tous les services de VOD qui sont assez actifs. Donc du Warner Bros. Discovery avec Max, par exemple, du Disney avec Disney+, on a du Canal, du Bein, aussi, actualité oblige, qui communique beaucoup. Dans les baisses, vous ne le voyez pas, on a la beauté qui sort de notre top 10, mais en réalité qui se retrouve en 12e position avec L'Oréal qui diminue un petit peu ses investissements. Encore une fois, on est sur des changements à la marge, Philippe. On vous casse les investissements de nos 10 plus gros secteurs, 11 en réalité, par levier. On va retrouver des marqueurs très classiques, hein. C'est une slide qui ne change pas d'année en année. Typiquement, si vous regardez la vidéo, vous allez retrouver beaucoup d'automobiles et beaucoup de CPG. Donc, vous faites le lien évidemment avec la publicité TV sur ces deux verticales. Sans trop de surprise aussi, hein, vous allez retrouver le divertissement, services de VOD qui sont très vidéo. En display, on va plutôt aller voir du côté de la distribution et du tourisme. Si on regarde le native, alors c'est plus petit, hein, mais il y a quand même des secteurs qui sont plus gros que les autres, en particulier l'automobile avec 16% et la finance. On avait l'habillement qui était très fort l'année dernière, qui était à un petit peu sous 30%. Vous voyez 6% cette année. Deux éléments d'explication. D'abord, c'est les marques qui changent. Je vous ai parlé des marques de sport qui sont vraisemblablement moins assidues sur le levier native. Et puis encore une fois, rappelez-vous Google Ads, hein. Google Ads, on avait des marques d'aliments qui passaient par Google Ads. Google Ads faisant moins de natives, ben, de fait, on voit moins de natives en habillement. La petite nouveauté sur la slide, c'est la présence de l'audio. Vous savez, on a assez de chiffres en audio pour être capable de ventiler les investissements des annonceurs sur ce levier. On le voit utilisé finalement de manière assez homogène par toutes les verticales. Le CPG avec 1% et l'habillement un petit peu en retrait des secteurs qui sont assez peu présents en audio. On va regarder le top annonceur et on reste sur cette présentation, hein, et c'est en 2023 à gauche et c'est en 2024 à droite. Numéro un, ça y est, Temu, premier annonceur programmatique en France. Temu, l'année dernière, ils étaient 15e. Il faut se rappeler qu'ils avaient commencé à annoncer en avril 2023, donc ils avaient uniquement annoncé sur le deuxième trimestre. Si on avait fait le classement sur le deuxième trimestre ici, on les aurait vus 6e. Aujourd'hui, ils sont quand même premiers, c'est plus 350% d'investissement qu'on constate sur Temu, Temu, devrais-je dire, avec une stratégie d'achat qui est quand même assez typée, hein. 100% des investissements via Google Ads sur des formats display native, vidéo outstream, des CPM qui sont 50% en dessous de la moyenne du marché. Donc on est très typé performance sur un acteur comme Temu. Et on voit que Temu est au top. Et est-ce qu'on a une vision sur les autres acteurs de la fast fashion? Ouais, il y a d'autres acteurs de la fast fashion qui se promènent autour de ce top 15. Le premier, c'est Shein, dont on entend aussi beaucoup parler. Alors, ils ne sont pas assez hauts pour apparaître sur la slide, mais ils étaient 34e l'année dernière. Ils sont 39e cette année dans le top programmatique. Et donc, c'est une entreprise qui est très installée voilà, dans le club 50 des annonceurs programmatiques. Ils sont pour tout vous dire, à 0,40 en part de voix, ce qui est quand même assez haut, un vrai investisseur. Stratégie un peu différente, on a regardé de Temu qui fait du 100% Google Ads, hein, Chine, on est sur un mix entre du Google Ads et du Criteo. On a un autre acteur, Philippe, qui passe un peu plus inaperçu, qui s'appelle Light in the Box, on est dans la fast fashion d'Asie du Sud-Est aussi. Ils étaient 14e l'année dernière. Ils passent 142e cette année. Ils divisent leurs investissements par 5. Et c'est assez intéressant de voir comme les changements peuvent être brutaux sur ce secteur avec la hausse drastique de Temu, la baisse majeure sur Light in the Box. Alors, la question qui se posera, c'est combien de temps ça peut durer pour Temu? Est-ce qu'on est sur une situation qu'on va retrouver de manière pérenne dans les baromètres? Ou est-ce qu'on aura des changements aussi violents que ceux qu'on voit sur
Light in the Box. On vous invite sur les prochains baromètres pour le voir. Pour ce qui est derrière TMU, on va retrouver du très classique, hein, les grands annonceurs français du Carrefour, Amazon, Orange, Renault, Stellantis. Oui, il y a des variations, comme typiquement la hausse de Carrefour. Mais voilà, on retrouve du très classique. Je vous ai parlé tout à l'heure de la force du CPG avec Ferrero et Mars qui augmentaient leurs investissements. Ferrero passe de la 242e place à la 14e place cette année. Ferrero, progression aussi de la 104e place à la 13e place, donc vraiment des grosses progressions. Je vous ai aussi parlé de la faiblesse du segment beauté. L'Oréal qui sort du top 15, en réalité, ils ne sont pas très loin, ils sont 20e. Donc au bord du top 15, on voit le gouvernement aussi qui annonçait beaucoup l'année dernière avec Santé publique qui baisse un tout petit peu, mais qui passe 19e. Donc encore une fois, c'est des baisses qui sont assez marginales. Je vous ai parlé de la force du secteur distribution. Vous voyez qu'il représente encore 47% de notre top 15, c'était 50% l'année dernière. Oui, mais une grosse part aujourd'hui qui est liée à Temu et à Carrefour, hein, qui a bien progressé aussi. Mais on est plus, on est sur des acteurs qui ont un petit peu changé par rapport à l'année dernière. Cette slide, on vous la laisse la consulter hors de la présentation. On vous fait un bilan vraiment de toutes les entrées dans le top 50, dans le top 100, les meilleurs similaires, suivi des sorties du top 50 et du top 100. C'est pour vos archives. On avait aussi l'habitude de prendre les 10 plus grosses marques et de ventiler leurs achats par levier. On a décidé de changer un tout petit peu parce qu'on était sur une slide qui évoluait assez peu. On a donc pris les trois principaux secteurs, la distribution, l'automobile, le tourisme, et les 5 plus grosses marques de chaque secteur pour regarder ce qui se passait. Vous voyez qu'en distribution, on a des annonceurs qui sont quand même très display native, avec Temu, Carrefour, Mobilux. Donc on pense toujours dans ces cas-là à de la performance. Mousquetaire Leclerc qui ont une stratégie qui est plus équilibrée, avec notamment pas mal d'audio et de vidéo. Si on prend l'automobile, on est clairement sur le secteur qui est le plus équilibré entre les différents leviers, avec une grosse surpondération de la vidéo. Et Stellantis qui fait très bien, hein, vraiment en partageant de manière très équitable ses investissements. On a Ford qui dénote un tout petit peu, avec une grosse présence en display. Le tourisme, ça va être le secteur le plus homogène, très orienté perf, vraisemblablement, avec une grosse présence du display sur les 5 plus grosses marques. Accor qui a voilà, un peu plus d'audio, un peu plus de native, mais c'est très display. On continue, je vais passer assez vite dessus, avec le top marque par levier. En display, Temu numéro 1, 5,2, c'est quand même deux fois plus gros que Carrefour. En native, là, on retrouve Carrefour en premier. On va retrouver de la distribution et de l'automobile derrière. En vidéo, un top qui est dominé, on l'a vu tout à l'heure, hein, par de l'automobile et et du CPG. Et en audio, on a Stellantis en tête largement. Et pourquoi on a que de la grande distribution quasiment sur le... Ouais, c'est vrai que si vous regardez la suite, sur les 9 marques qui suivent, il y en a 8 qui sont dans le secteur de la distribution. Et Philippe, on fait le lien évidemment avec tout ce qui est publicité radio. Dans ce top audio, on capte un peu de podcast, on capte beaucoup de streaming musical, beaucoup de streaming radio, et donc on trouve les marques qui sont très présentes aussi en audio classiquement. Alors, cette année, on a voulu faire une nouvelle chose. Donc, on a regardé en fait la structure des dépenses des Big Six. Donc, c'est le slide qu'on va vous montrer. Ouais, on l'a inséré au niveau des annonceurs parce qu'on s'est dit que c'était intéressant de voir comment les annonceurs stratégisaient leurs achats programmatiques, voir comment le Big Six avec Dentsu, Havas, IPG, Omnicom, Publicis et GroupM pouvait se différencier par rapport à cette grande masse d'annonceurs programmatiques. Et en effet, on voit des différences. On voit très clairement une surpondération de la vidéo. Dans notre corps, je rappelle qu'on voit 31% des investissements en vidéo. Donc systématiquement, toutes les holdco dépensent plus en vidéo que notre moyenne. IPG en particulier, on est ici avec 54% qui est très fort en vidéo. Ça sous-entend évidemment que
on sous-dépense en display chez nos agences. On est à 52% dans notre cohorte, donc vous voyez qu'en effet, on est bien en dessous, jusqu'à 15 points en dessous pour, pour nos Big Six, et plus d'activité aussi en audio, à l'exception peut-être de Omnicom, hein, puisqu'on est à 6% sur notre cohorte, et on va être aussi là systématiquement au-dessus, avec une belle performance pour Publicis et GroupM. Donc un positionnement qui semble en effet un petit peu plus premium que ce qu'on voit en moyenne sur le marché programmatique, avec un gros usage de la vidéo et de l'audio. On va passer à l'analyse par DSP, analyse plus technologique. Et avant de démarrer, je vais juste faire un tout petit point qui est important sur le périmètre du baromètre. Le périmètre sur lequel on travaille avec Alliance Digitale, on peut l'assimiler à l'open web, hors chaîne TV, comme tu l'as expliqué, Philippe, et surtout hors wall garden. Typiquement, on va exclure de l'étude YouTube ou les inventaires Amazon. On sait que certains DSP vont évidemment être très présents sur ces inventaires, qu'on soit typiquement sur YouTube ou sur Amazon. Sur les inventaires Amazon, on pense évidemment au DSP Amazon. Ça nous conduit à avoir un biais, évidemment, sur les parts de voix des DSP. En particulier, je l'ai mentionné sur la part de voix de Amazon. On a donc décidé pour cette étude de retirer Amazon du top, hein. Vous aviez l'habitude de les voir sur cette slide. Alors, on travaille avec le DSP Amazon, on travaille avec les DSP, la plupart des DSP que vous voyez sur cette slide, pour récupérer leurs chiffres hors du périmètre habituel du baromètre, donc y inclut YouTube, y inclut les inventaires Amazon, de manière à vous proposer en fin d'année un top DSP qui sera un peu plus fiable, puisqu'il comprendra tout l'ensemble du marché. On va donc faire toutes les slides DSP sans Amazon, et on va retrouver nos DSP classiques, hein, les deux solutions Google, DB360, Google Ads, The Trade Desk, Criteo, Hawk, Microsoft Advertising, donc rebrandé, hein, l'année dernière, il me semble, qui était Xandr Invest, donc Microsoft Invest. Le top DSP cette année, il se passe pas mal de choses. Il se passe pas mal de choses. La première chose que vous allez voir, c'est la baisse de DV360, qui va baisser très précisément de 5,7 points. Donc c'est une baisse qui est conséquente pour DV360, mais qui va être plus que compensée par la hausse de Google Ads, qui va aller chercher quasiment 7 points de croissance. C'est un mouvement qui est extrêmement fort de la part de Google Ads. Google Ads, on a évidemment l'habitude de les voir en deuxième position dans les solutions qui sont utilisées par les annonceurs, les acheteurs pour acheter de l'inventaire programmatique. Mais on a l'habitude de les voir sous les 20%. Et donc là, ils vont émerger à 26,6%. Donc c'est quand même un changement qui est extrêmement important. On voit aussi un changement de mix sur les campagnes. Vous l'avez vu sur la première slide, baisse importante, moins 38% des investissements natifs. On voit une multiplication par 3 chez Google Ads des investissements en vidéo. Donc vraiment, changement de mix très, très important. Comment est-ce qu'on explique ça de notre côté? Il y a plusieurs facteurs. Un facteur, évidemment, auquel on pense, c'est le lancement pardon, en début d'année d'une solution qui s'appelle Performance Max, PMax, qui est une solution d'intelligence artificielle lancée par Google, mise à disposition sur Google Ads, qui permet d'optimiser les campagnes à la performance et qui va avoir comme particularité de sélectionner seuls les inventaires les plus performants pour les campagnes dans la galaxie de ce que Google propose. Ça inclut du YouTube, ça inclut du Gmail, ça inclut du Google Maps, ça inclut du Google Shopping, mais ça inclut aussi en fait tous les inventaires qui sont accessibles via l'ad serveur maison de Google qui est Google Ad Manager. Et donc, cette croissance de Google Ads, aujourd'hui, on l'associe clairement au succès de PMax chez Google Ads, qui rejaillit sur l'ensemble de ses inventaires, y compris ben voilà, cette sortie open web que Google a via Google Ad Manager. Est-ce que cette croissance de Google Ads, on la retrouve dans d'autres pays ou c'est spécifique à la France? Ouais, c'est un bon point. On allait voir les autres pays pour voir comment ça se comportait par rapport à ce qu'on voit en France. On va voir des pays sur lesquels c'est très, très similaire. Je pense à l'Espagne, par exemple, où on voit vraiment
cette même évolution de croissance de Google Ads, baisse sur le native, augmentation sur la vidéo. On a des pays sur le UK où c'est quand même un petit peu moins visible, Philippe. Et donc, on a l'impression qu'il y a des mises en place de la stratégie qui peuvent varier localement en fonction de là où on regarde. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va suivre sur le deuxième semestre. Ce qu'on voit en revanche, et qui est vrai partout et qui booste Google Ads, mais qui est sans doute lié à Performance Max, hein, vous avez vu Temu, qui est numéro un, qui fait plus 350%, qui achète exclusivement sur Google Ads. Ça aide évidemment Google Ads à monter, porté par cette marque chinoise. Il n'y a pas Google, Trade Desk. Trade Desk a été quatrième l'année dernière et vous le voyez qu'il s'installe très solidement en troisième place. On constate de notre côté une augmentation des investissements sur le Trade Desk à hauteur de 50%. C'est aussi une croissance qui est très forte. Intéressant aussi de voir ce qui se passe sur le retargeting, hein. On voit la baisse de Criteo, qui vient de passer en quatrième position, je viens de vous le dire. RTB House, qui croît aussi, plus 48% des investissements sur RTB House, donc qui arrive quand même à profiter un petit peu de cette baisse de Criteo et à se positionner vraisemblablement de manière assez forte sur le segment du retargeting. Donc on suivra aussi ce duel à distance entre les deux entreprises de retargeting slash retail media à l'avenir. Qui monte aussi un tout petit peu. On a parlé de la croissance de l'audio, donc clairement portée par ce levier. Comme pour les annonceurs, on regarde le classement par levier. Donc en display, DV premier, oui, mais donc Google Ads deuxième qui était à 23% l'année dernière, qui monte à 31%. Encore une fois, croissance très importante de Google Ads sur ce levier. Trade Desk qui monte aussi beaucoup, qui était à 3% l'année dernière, qui passe à 7% cette année. Vidéo, DV toujours premier, mais DV c'était 52% l'année dernière, c'est maintenant 39%. Et Google Ads était quatrième l'année dernière, ils étaient sous Teads, ils étaient sous les 9%, et vous les voyez émerger à 25%. Donc encore une fois, une vraie prise de position de Google Ads en vidéo. On sait que Google Ads avec Emacs diffuse sur YouTube, on voit qu'ils diffusent aussi in-stream, out-stream sur les inventaires de l'open web. Je rappelle qu'on est hors chaîne TV, hors YouTube, sur ce top vidéo. En native, Google Ads était premier, et je vous l'ai dit, Google Ads baisse à 23%, ils étaient à 33% l'année dernière. Et c'est donc DV qui passe premier. Je m'arrête un tout petit peu sur la baisse du native, parce qu'on peut donner l'impression que ça ne se passe pas en native. Il faut quand même prendre un petit peu de recul. Je vous ai dit que c'était beaucoup lié à Google Ads. Euh, Quand on capte, nous, l'information sur la nature des impressions, est-ce qu'elles sont natives, est-ce qu'elles sont display, est-ce qu'elles sont vidéo stream, on se fie au rapport qu'on récupère des SSP. Quand on parle de Google Ads, l'information, elle vient essentiellement donc de Google Ad Manager, qui est le canal préférentiel de Google Ads. Et c'est vrai qu'on a vu donc cette baisse de classification sur le native. On se pose des questions quant à savoir s'il n'y a pas un petit effet technique et si ce qui a pu être classé native auparavant, avant le lancement de PMax, se retrouve aujourd'hui classé en display ou typiquement en vidéo outstream, et que donc le déclin du native et voilà, et peut-être un effet de bord de la manière dont les choses sont classifiées. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est vraiment la percée de Google Ads, l'importance vraisemblable de Performance Max. Et je dirais cette baisse du natif devient presque anecdotique à côté de ce point. L'audio, on reste sur un top qui est dominé par Hawk, encore une fois avec une très belle croissance de Trade Desk ici, qui était à 12% l'année dernière et qui passe à 18%. Donc je parle beaucoup de Google Ads, mais on voit que The Trade Desk c'est aussi une très belle année en ce début 2024. On va parler de format en commençant par le display. Voilà, slide assez classique qui change assez peu par rapport aux années passées. Ce n'est pas la plus intéressante à vous présenter. L'univers display reste clairement dominé par les petits formats et les moyens formats qui représentent trois quarts des investissements, si vous faites la somme. Alors attention ici, à gauche, vous êtes sur des investissements. À droite, en orange, vous êtes sur des impressions. Et par devant en impression. Donc on ne vous présente pas l'évolution entre 2023 et 2024, vous la trouvez dans les petites bulles ici.
Donc 75% des investissements qui sont réalisés sur les petits formats, moyens formats. On a les interstitiels qui tiennent assez bien. Ils étaient beaucoup montés l'année dernière en 2023. Ils étaient un peu au-dessus de 14%. Ils passent un petit peu en dessous cette année, mais ils venaient de beaucoup plus bas. Donc ils s'installent quand même durablement, vraisemblablement dans le paysage. En termes de volume, vous voyez que on a 90% des volumes qui sont représentés par les petits formats et les moyens formats. Toujours intéressant de voir que sur les interstitiels et les grands formats, on a ce différentiel entre les investissements et les impressions qui vous laisse comprendre que les CPM sont beaucoup plus élevés, sans surprise, sur ces formats. La vidéo, pas grand-chose à vous signaler, je vous l'ai dit en introduction. La vidéo progresse et elle progresse autant en in-stream à plus 19% qu'en out-stream, on est à plus 22%, donc on reste sur nos équilibres 80-20 qu'on a l'habitude de voir dans le baromètre programmatique. On a l'impression qu'il ne se passe rien sur la vidéo, mais il y a quand même la nouvelle nomenclature IAB. C'est vrai qu'il est sorti il y a quelque temps une nouvelle classification des impressions vidéo. Philippe, tu as raison. Et l'in-stream en particulier, qui va maintenant se diviser en du véritable in-stream et le fameux accompanying content. On a aussi l'importance, Philippe, grandissante, puisque maintenant ce signal est transmis au DSP et exploitable à partir des DSP, de l'activation ou pas du son par défaut dans les vidéos. Donc c'est quelque chose qui, en effet, va avoir un impact. On imagine que ça va avoir un impact dans le futur. C'est un peu tôt pour vous le dire, parce qu'on a regardé les chiffres et honnêtement, c'est assez récent, donc difficile de dégager des enseignements à ce stade. Donc, c'est quelque chose qu'on regardera très précisément en fin d'année pour le baromètre annuel, Philippe. Et on essaiera en effet de voir comment ces accompanying content et les sons qui sont coupés par défaut dans les players peuvent impacter les CPM et les investissements sur la vidéo. Donc, rendez-vous en fin d'année. Allez, on va repartir sur les CPM. Et on vous présente donc l'évolution des CPM en bassant, hein, tu l'as dit Philippe, dans la présentation pour les membres, vous aurez les CPM lisibles. On parle en valeur absolue et on parle toujours en net éditeur avec les données atomiques. Donc sur le display, bon, on l'a vu, hein, baisse du CPM. Ce que vous voyez, c'est que c'est quand même assez constant cette baisse de CPM. Oui, il y a le mois de mars sur lequel on s'est un petit peu amélioré. Oui, on suit globalement la tendance, mais on est quand même significativement en dessous de l'année passée. Et vous devinez même cette faiblesse en mai-juin où le fossé grandit un tout petit peu par rapport au début d'année. Donc, on va continuer à suivre les CPM, mais qui sont relativement mal orientés sur le display, très clairement. L'in-stream fait mieux. Je vous ai dit un moins 5% en moyenne sur la vidéo, mais vous voyez qu'on est quasi à l'équilibre sur la vidéo in-stream. On avait même très bien commencé l'année. On aurait pu vous annoncer du positif, et puis on est rattrapé par ce climat un petit peu plus compliqué en mai, voire en juin. Donc là aussi, ça va être intéressant de voir la suite. Et si on est juste sur un petit accro avant le début du deuxième semestre et des événements qui arrivent, ou si on est quelque chose, en effet, qui est un peu plus structurel cette année à suivre. L'outstream, donc moins 6,6. Je vous avais parlé d'une baisse assez importante et vous voyez que cette baisse, elle intervient surtout au deuxième trimestre, puisque au premier trimestre, on tenait assez bien l'équilibre par rapport à l'année passée. Ce qui est intéressant avec l'outstream et l'instream, finalement, c'est qu'il faut peut-être plus regarder comment l'évolution du CPM se rapproche de celle du display que celle de l'e-stream. On a l'impression, au travers de ces stats et de ce qu'on a pu voir dans le passé, que voilà, la solidarité entre l'in-stream et le display est un peu plus forte que entre l'outstream et l'in-stream. On a parlé de nouvelles classifications IAB qui se mettent en place. Là aussi, ça va être intéressant de voir comment ça joue sur cette logique dans le futur. Le native, donc on a parlé d'une grosse baisse de CPM, encore une fois, attention, hein, Google Ads derrière, vous l'avez compris, donc on a un gros fossé par rapport à l'année passée. Toujours intéressant sur le native, je vous ai expliqué que le mois de juin n'était pas très bon en display, et on a toujours cette relation assez mécanique entre le display et le native dans ce qu'on capte en programmatique. Quand le display faiblit, en général, le native progresse un tout petit peu, donc c'est clairement quelque chose qu'on voit au mois de juin où on a ce vrai coup de mou sur le display.
Et donc, ça permet aux natives de rebondir un petit peu, comme vous le voyez, de revenir quasi à l'équilibre en termes de CPM par rapport à l'année passée. Et il nous reste l'audio qui est stable par rapport au S1 2023. Vous aurez les CPM net, on est sur des CPM qui sont quand même encore très élevés par rapport au reste du marché programmatique. On est plutôt du côté de la vidéo in-stream en termes de valeur que des autres leviers. On voit quand même une tendance qui est légèrement baissière. On verra si c'est quelque chose qui se poursuit ou pas dans le temps par rapport à l'année passée. Donc, ça nous donne des choses à suivre sur la fin de l'année sur les CPM. On va parler des types de deals. Donc, on va suivre le programmatique garanti, hein. Je rappelle, c'est ces deals qui sont à prix fixe et volume garanti. On va parler de preferred deal, où on est sur des prix fixes avec des priorités à l'achat par rapport à l'open auction. On va parler des private auction, qui sont aussi des deals à prix fixe, mais en général en concurrence avec l'open auction. On va aussi parler des curated marketplace. Donc, je rappelle, hein, qui sont des deals multi-éditeurs qui sont gérés par des curators qui se situent dans la chaîne entre les acheteurs et les vendeurs, les publishers. C'est vu en général comme de l'open auction par les éditeurs, pardon. C'est vu comme du deal par les acheteurs. Donc, pas facile de les classer dans une catégorie, dans une slide comme la nôtre. On préfère les isoler en tant que curated marketplace. Les points marquants, le premier, c'est la baisse de l'open auction. Vous ne le voyez pas, mais quand on faisait ce baromètre en 2019, on était à 75% de part de voix de l'open auction. Donc on a quasiment perdu 10 points en 5 ans. C'est vraiment une baisse continue de l'open auction. Baisse structurelle, tendancielle, oui, mais baisse relativement lente quand même. Vous voyez qu'on va perdre 1 point, 2 points par an. Donc ça reste quand même le moteur du marché programmatique en termes d'investissement. On a beaucoup parlé de Google Ads, hein. Google Ads achète exclusivement en open auction. Autre événement marquant, c'est la montée du programmatique garanti qui progresse de 8%, donc qui fait bien mieux que le marché. C'est une progression de 25% des volumes sur le programmatique garanti. Là aussi, c'est pas très nouveau, hein. Depuis qu'on suit le programmatique garanti, baromètre après baromètre, on est toujours sur des croissances. Donc, l'histoire continue pour le PG. Il en va de même pour les curated marketplace, on est à quasi 100%, donc un volume d'investissement qui double d'une année sur l'autre. C'est aussi tiré par les volumes, hein, puisque les volumes d'achat ont doublé en curated marketplace. Donc on est vraiment sur les deux modes d'achat qui tirent le marché. On voit que le preferred deal souffre un petit peu cette année. Alors il souffre de la concurrence avec les programmatiques garanties. Et donc on a clairement un phénomène de cannibalisation entre entre les deux types de deals. Concernant le private auction, généralement, on a plutôt tendance à baisser. Pourquoi ça augmente? Ouais, surtout les baromètres qu'on vous montre d'habitude, on a une baisse du private auction. Et là, on le voit monter de 12%, ce qui est quand même assez important. En fait, il faut regarder les choses un petit peu plus près. Il faut prendre l'audio à part. Sur l'audio, la progression des private auctions, c'est plus 47%. Donc, c'est globalement la croissance du marché de l'audio est tirée par les private auctions. Et on le verra plus tard, l'audio se vend très majoritairement en private auction. Donc, on est à plus 47% sur les private auctions audio. Si vous enlevez l'audio, que vous prenez le display, le native, la vidéo, vous êtes à moins 26% sur les private auctions. Donc, on retrouve des baisses auxquelles on est habitué, avec un format qui est clairement mis de côté au fil des années, un format, un type de deal qui est mis de côté au fil des années. Et c'est clairement aujourd'hui le PG qui profite le plus de l'effet deal en programmatique. Donc, double marché, clairement, sur le private auction, Philippe. Alors, sur la slide suivante, on va voir une des nouveautés dont on va parler. Donc, c'est les dépenses des Big Six en termes de structure, deal, de structure de deal et open. Ouais, exactement, Philippe. Donc, on retrouve nos six holdco, hein, Dentsu, Havas, IPG, Omnicom, Publicis, Groupem, et on casse leurs investissements par type de deal. Et ça saute aux yeux. Ce qui saute aux yeux, c'est l'omniprésence de l'orange dans ce graphique. L'orange, c'est le programmatique garanti. Et donc, on est bien au-dessus de la moyenne, hein. Je vous l'ai montré sur la slide d'avant. On est à 13,7% en PG sur le marché. Vous voyez que toutes les agences, absolument toutes les agences, surinvestissent largement en PG
par rapport à l'acheteur moyen programmatique. C'est très vrai chez Havas ou chez Omnicom, où on flirte même avec les 50% d'investissement sur l'open web. C'est tous les deals hein, en général qui sont surinvestis par les agences. L'open auction, je vous l'ai dit, hein, c'est 66%, 66,7% des investissements. Vous voyez que c'est très clairement sous-utilisé par les agences, particulièrement vrai aussi donc pour Havas, on a mentionné sa présence en PG, ou par Publicis avec 31%. On retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Philippe, avec la vidéo et l'audio, et ce positionnement des agences qui est finalement assez premium, assez quali par rapport à ce qui se passe de manière générale en programmatique, donc une approche vraiment différente de la part des agences. On enchaîne en regardant un petit peu ce qui se passe sur le PG, parce qu'on a parlé d'une belle croissance. Et vous voyez, encore une fois, on compare la courbe 2023 à la courbe 2024. Vous voyez qu'elle est un petit peu chaotique, cette croissance quand même, puisque une année qui démarre mollement sur le PG, ça on a l'habitude, parce que janvier et février ne sont pas des mois très très forts, qui décolle très bien en mars-avril, mais on est rattrapé par ce moment de faiblesse en mai et particulièrement en juin, où on perd quasi 50 points par rapport à l'année dernière. Et on va aussi regarder dans le futur comment ça va évoluer. Est-ce qu'on est sur un moment de faiblesse qui perdure ou est-ce qu'on est sur un accro dans l'année sur ce mois de juin à suivre clairement. Et on regarde aussi la curation, les curatures de marketplace. Curation de marketplace, je rappelais juste hein, que c'est une donnée qui est assez difficile à capter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas véritablement de standard autour du reporting sur les curated marketplace. Donc on met en place un travail qui est spécifique sur chacun des SSP avec lesquels on travaille pour capter l'information sur est-ce que c'est le curated marketplace ou pas. On pense qu'on sous-évalue pour cette raison un tout petit peu les curated marketplace. On va forcément en rater quelques-unes. Ça permet quand même de dégager des tendances. Hein. Ce qu'on voit très clairement, donc cette croissance à 100% dont j'ai parlé tout à l'heure, avec un premier trimestre qui est extrêmement fort en termes de croissance sur les curated marketplace. Et puis, quand même, un plateau sur ce deuxième trimestre. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer sur les curated marketplace. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Vous verrez dans le courant de l'année qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits qui vont sortir sur certains SSP concernant les curated marketplace. Donc, euh, voilà, ce qu'on pense, c'est que ce plateau est relativement momentané et on pense que voilà, l'avenir reste très en croissance sur les curated marketplace, quelque chose qu'on suivra aussi par la suite. On revient sur les CPM, une dernière fois, je crois. On a parlé de l'évolution négative des CPM. Donc, vous voyez une baisse généralisée des CPM sur tous les types de deals. Programmatique garantie, je vous ai parlé d'une croissance à plus 8%. Elle est clairement tirée par les volumes. Je vous ai dit plus 25% sur les volumes. On est en baisse des prix sur le programmatique garantie. On a aussi une baisse des prix très importante sur le private auction. On a parlé du double marché audio, non audio tout à l'heure, Philippe. Sur l'audio, le CPM tient pas si mal que ça, parce qu'on est à plus 5%. Si vous regardez le périmètre display native vidéo sur les CPM du private auction, on est à moins 50%. Donc un véritable désamour sur ce type de deal qui est sans doute appelé à disparaître dans le temps si on exclut audio. Finalement, ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est l'open auction qui est à moins de 2,5%. C'est évidemment une baisse, mais ce n'est pas une baisse qui est si forte que ça. L'open auction, il y a quand même une certaine inertie dessus. Hein. C'est le seul de ces types de deals sur lequel il y a un marché qui est véritablement flottant. Il n'y a pas de prise de décision, de négociation pour fixer les prix. C'est assez normal d'y retrouver de l'inertie. On sait qu'il y a Google Ads, on a compris, qui a fortement investi en open auction sur ce premier semestre. Donc oui, on est sur cette baisse tendancielle et on peut y voir tous les problèmes typiquement autour des cookies tiers, les problèmes d'adressabilité, les problèmes de mesure. Mais voilà, l'inertie du marché en open auction fait que les CPM sont finalement baissiers, mais pas tant que ça. Et puis on vous rappelle sur la droite hein, l'échelle relative des CPM entre les différents types de deals. Une curated marketplace, en moyenne, c'est 2 fois plus cher que de l'open auction. Les private auction du preferred deal, ça va être 5 fois le CPM de l'open auction. Et quand on est en PG, on est 11 fois sur le CPM de l'open auction.
On va croiser les types de deals et les types d'inventaires. Donc, on prend l'open auction, par exemple, et puis on regarde comment les investissements se distribuent sur les différents leviers. C'est une slide qui est très lisible, hein. En open auction, vous voyez que on est majoritairement en display et en native. Si vous prenez les deals, on cumule on cumule les private auctions et les preferred deals. Là, on a une situation qui est très équilibrée, beaucoup d'audio, beaucoup de vidéos et du display. Et sans surprise, le PG, on va retrouver une majorité de vidéos. Je peux vous montrer le même graphique, mais en retournant l'information. Si on regarde le display et le native, vous allez voir majoritairement de l'open auction. Si vous prenez la vidéo, vous allez voir une grande part de PG, voire de deal. Et si on prend l'audio, je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve une majorité écrasante de private auction. Le marché de l'audio, c'est pas du tout un marché de l'open auction aujourd'hui, c'est clairement un marché qui se négocie encore en deal. Et c'est quelque chose qui tient dans le temps, hein. On ne voit pas particulièrement de hausse de l'open auction. On a regardé sur ces dernières années, cette croissance qu'on a vue de l'audio, elle est vraiment, elle change pas en fait la nature du marché qui se vend essentiellement sur des deals. L'analyse par supply path, donc c'est un petit peu la partie technique de la présentation. Euh, on regarde simplement, hein, quels sont les achats qui sont réalisés via les ad serveurs des éditeurs. Donc, on parle essentiellement en France de Google Ad Manager, qui est l'ad server le plus utilisé par les régies, hein. Le Google Ad Manager qui permet de vendre du PG, du Preferred Deal, et donc via Google AdX d'accéder au marché de l'open auction. Et on regarde comment ça se compare à tous les chemins alternatifs qui peuvent être utilisés pour aller acheter des impressions. On va en trouver plusieurs aujourd'hui. Il y a tous les chemins qui passent par la solution Prebid. Il y a les chemins qui passent par une solution Google Open Bidding qui vit en fait comme un module de Google Ad Manager et une solution qui est apparue il y a quelques années qui s'appelle TAM, Amazon Publisher Transparent Ad Marketplace, qui est aussi très utilisé aujourd'hui en France. Alors, quand on regarde l'évolution ici, euh, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu différent des années passées, très honnêtement, puisque vous voyez que ce qui va connaître une grosse croissance, c'est l'ad server. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit l'ad server grossir autant, qui passe à 67%, 72% en part de voix, hein, donc augmentation en structure? Ben, je vous donne une raison simple, c'est Google Ads. On a parlé de l'explosion des achats de Google Ads. Il y a un canal d'achat de Google Ads qui lui permet d'atteindre l'open web, c'est Google Ad Manager. Google Ads ne va pas du tout exister dans le header bidding et va concentrer tous ses achats open web via ce canal. Et donc, l'augmentation de Google Ads, encore une fois, Performance Max, Temu, voilà, tout va se passer ici. Et donc, ça explique la croissance de l'ad server. Ça conduit mécaniquement à une baisse en proportion des investissements en header bidding qui ne bénéficient pas de cet incrément de valeur sur le marché programmatique. À noter quand même, parce que tout le monde est en baisse, la bonne tenue, la très bonne tenue de Amazon Transparent Ad Marketplace, qui arrive, malgré ce contexte un peu compliqué, à augmenter ses investissements. Ça nous dit peut-être des choses qu'on n'a pas vues sur la slide DSP, sur la santé du business d'Amazon en AdTech. Philippe, on a fait le tour des chiffres, hein. Je vais te laisser Merci. récapituler les chiffres clés. Merci Jean-François et merci aux membres de la commission programmatique qui nous ont aidés à bâtir cette étude. Donc, il y a plein de choses à retenir. On a sélectionné quelques points. Donc, premier point, il y a une stabilisation des investissements sur le display, malgré l'érosion des CPM. On voit quand même que la vidéo est en forte croissance, hein, et c'est vrai autant pour l'instream que l'outstream. L'audio programmatique poursuit sa croissance très très forte, même si en valeur absolue, ça reste encore des dépenses qui sont petites. Il y a une stabilité des plus gros secteurs, donc distribution, automobile, tourisme. On voit le Temu qui, on va dire de mois en mois, explose, hein, progresse, et sans doute contribue au développement de Google Ads. Et puis, on a les Big Six qu'on a mis pour la première fois, et on voit qu'en termes d'achat, c'est des gens qui privilégient quand même les deals. Et c'est un mode d'achat qui n'est pas forcément celui qu'on trouve partout sur le marché.
Le marché du DSP, bah, le phénomène marquant, c'est Google Ads, hein, en particulier sur la vidéo. Et ensuite, bah, ce qui est intéressant aussi, c'est dans les structures d'achat, de regarder la perte de vitesse de l'open auction, la croissance du programmatique garanti et l'explosion de la curation qui facilite la tâche quand même aux acheteurs.